Voilà, mesdames, messieurs, bonjour à toutes et à tous. C'est un très grand plaisir pour moi de vous retrouver au Collège de France pour une nouvelle année d'enseignement. Et je vous propose, comme vous le voyez à l'écran, dès aujourd'hui et pour 6 semaines, un 5e cours qui sera consacré au droit international des régions. Alors la leçon d'ouverture de ce matin est intitulée « Un droit international universel depuis peu, mais régional depuis toujours, concept, origine et enjeu ». Donc tout un programme, et je vous expliquerai ce titre dans quelques minutes, mais avant de passer à cette leçon d'ouverture proprement dite, j'aimerais vous expliquer les questions qui vont nous occuper ce printemps. Alors, vous le savez ou vous ne le savez pas, vous êtes peut-être simplement curieux, mais depuis une trentaine d'années, le droit international se régionalise. D'une part, les organisations internationales régionales se développent partout dans le monde, et l'intégration régionale n'est désormais plus l'apanage des États européens. Vous avez déjà entendu parler, j'imagine, des BRICS, de l'Organisation coopération de Shanghai ou de l'Union économique eurasiatique. Et c'est ce qu'on peut appeler l'universalisation de la régionalité du droit international. Mais d'autre part, le droit international se développe aussi de manière toujours plus intense au sein de ces organisations régionales et dans tous les domaines du droit international. Pensez par exemple aux opérations de maintien et d'imposition de la paix de l'Union africaine ou de l'Union européenne, au plan de réparation lié à l'esclavage de la communauté caribéenne, ou encore à l'intervention du Forum des îles Pacifiques ou de l'Association des petits États insulaires devant la Cour internationale de justice, dans le cadre de la procédure d'avis consultatif relatif aux obligations en matière de changement climatique. Et ce deuxième mouvement, c'est ce qu'on peut appeler l'approfondissement et la généralisation de la régionalité du droit international. Alors, prenant acte de ces nombreux processus de régionalisation du droit international, de leur universalisation, de leur approfondissement et de leur généralisation depuis la fin de la guerre froide, ce que je vous propose dans le cours de cette année, c'est de poser la double question de ce que les régions font au droit international et de ce que le droit international fait aux régions. Alors, vous me connaissez, j'aime bien les choses à double sens ou à double entrée, et l'intitulé du cours « Le droit international des régions », à nouveau, est un titre à double entrée, c'est-à-dire qu'il se lit dans les deux sens, à la fois dans un sens purement juridique, comme un cours qui porte sur le droit international qui est adopté au sein des régions, ce qu'on peut appeler et ce qu'on appellera le droit international régional, et dans un deuxième sens plus institutionnel, comme un cours qui portera sur le droit international qui institue les régions, en somme, le droit international des régions, stricto sensu. Il s'agira en effet pour moi de traiter dans une première partie du cours du droit international que les régions contribuent à adopter et ou à interpréter, par exemple des coutumes régionales, des exceptions régionales, mais aussi ensuite dans une deuxième partie du cours du droit international qui institue et qui ordonne les régions sous différentes formes, par exemple en faisant des organisations régionales, des groupes régionaux aux Nations Unies, des tribunaux régionaux. Alors, voici plus concrètement quelques-unes des questions dont nous traiterons. Comment est-ce qu'un droit international à l'origine régionale, comme je vous l'expliquerai aujourd'hui, parce qu'issu principalement du droit public européen, en est venu à valoir universellement, et comment, une fois qu'on l'a compris, assurer sa légitimité universelle dans ces conditions? Quelle est et quelle devrait être la place des droits internationaux régionaux, issus des différentes régions du monde, au sein des procédures d'adoption et d'interprétation du droit international universel, à la Cour internationale de justice, par exemple, ou à la Commission du droit international? Comment l'universalité des droits de l'homme peut-elle et doit-elle se réconcilier avec la coexistence de différents systèmes régionaux, européens, interaméricains, africains, arabes, de protection de ces mêmes droits, et les interprétations différentes que leurs cours respectifs en donnent, voire que les organes universels en donnent ensuite?
ou alors en renversant l'ordre du questionnement, et sur un mode beaucoup plus institutionnel. Quelle forme institutionnelle le droit international, jusqu'ici prisonnier de la structure binaire État d'un côté, organisation internationale de l'autre, peut-il donner aux régions? Peut-il mieux faire pour assurer la légitimité politique du droit qui en est issu? N'est-il pas temps de donner une forme juridique et institutionnelle aux ordres régionaux qui n'ont jamais cessé d'exister malgré la fin des empires et en dépit de la généralisation de la forme étatique par le droit international? Et ce d'autant plus, à l'heure où, nous le savons, sont apparus des États qui s'affichent aujourd'hui comme seuls représentants de ces régions, à l'image d'États-puissances régionales qui se multiplient. Comment articuler à l'avenir les nombreuses organisations internationales régionales, que ce soit vis-à-vis des États, entre elles, ou avec les organisations internationales universelles, comme l'Organisation des Nations Unies? En tant qu'Européens maintenant, pouvons-nous encore tolérer l'exceptionnalisme européen en droit international et le positionnement officiel de l'Union européenne en tant qu'ordre juridique et institutionnel, je cite, autonome ou nouveau? Et quelle devrait aujourd'hui être la place de l'Union européenne parmi les organisations internationales régionales, si l'Union européenne ne doit être ni une organisation sui generis, ni un modèle pour les autres? Alors ces questions qui vous ont peut-être attiré, et bien d'autres encore, nous occuperons dans ce cours consacré au droit international des régions et au monde post-impérial que ce droit international des régions pourrait enfin, s'il y parvient, contribuer à réinstituer. Alors certes, me direz-vous, la question de la régionalisation du droit international et des organisations régionales est aussi ancienne que le droit international. Et je vous expliquerai d'ailleurs tout à l'heure qu'elle a été cyclique dans l'histoire du droit international. Mais depuis l'effacement des empires au profit de la forme étatique, de toutes les propositions institutionnelles, et il y en a eu de nombreuses, nous le verrons, qui ont été avancées, cycle après cycle, période après période, afin d'essayer de donner aux régions une place à part entière en droit international des institutions, aucune n'a été couronnée de succès. Par ailleurs, la régionalisation du droit international et des organisations régionales a pris, je l'ai dit, une tournure plus aiguë depuis la fin de la guerre froide, notamment avec la mise en place de multiples pôles de puissances régionaux que j'ai évoqués tout à l'heure. Alors cette universalisation, cette généralisation, cet approfondissement de la régionalisation du droit international et de ses institutions jette, je pense, aujourd'hui une lumière crue sur le faux universalisme du droit international d'après 1945, dont la plupart des sources et des procédures d'adoption ignorent pourtant encore la diversité des droits internationaux régionaux. D'autre part, la nouvelle régionalisation du droit international et de ses institutions révèle aussi la faiblesse d'un ordre institutionnel international qui est limité aux États, qui sont certes garantis comme des égaux, mais qui ne suffisent pas à protéger l'égalité souveraine de leur peuple contre les différents ordres régionaux autoritaires au dedans et impériaux au dehors, ordres qu'on a laissé se développer à l'ombre de la Charte des Nations Unies. La question n'est pas nouvelle sur le plan académique non plus, je vous l'expliquerai tout à l'heure, et elle a occupé de nombreux penseurs depuis le début du XXe siècle. Des penseurs souvent à l'origine des propositions institutionnelles qui ont été faites. Mais si la question régionale a bien été traitée par les historiens et par les spécialistes des relations internationales, de la politique internationale, qui redécouvrent cette question de manière cyclique à chaque fois qu'elle réapparaît dans l'histoire, il en va malheureusement très différemment chez les spécialistes du droit international, à l'exception des historiens du droit international. Les juristes ont largement, je vous le prouverai tout à l'heure, négligé la question du droit international régional et des institutions régionales. Et ce pour des raisons qu'il sera nécessaire de comprendre ce matin. Alors en bref, ce cours sera consacré à la manière dont nous pourrions, à l'avenir, construire un monde des régions par et pour un droit international qui serait universalisé dans la régionalité. Ce monde des régions
sera, espérons-le, moins fou que le monde réinstitué pour la dernière fois en monde des États par la Charte des Nations Unies en 1945 et auquel fait référence l'illustration du cours de cette année, un monde dans une tête de fou. Alors ce thème, vous le saviez avant de venir, vous le savez désormais de manière plus sûre, est non seulement d'une actualité pratique et académique tout à fait brûlante, mais le traitement de droit international que je vous propose sera aussi un antidote au réalisme défaitiste ambiant. Je l'espère vivement parce que je suis, vous le savez, une juriste soucieuse de révéler les leviers cachés du droit international, ces potentiels que nous avons oubliés, et ce que j'ai appelé ailleurs l'endroit du monde. Alors le temps est venu pour moi de revenir au titre racoleur, ou en tout cas annonciateur, de cette leçon introductive, un droit international universel depuis peu, mais régional depuis toujours, concept, origine et enjeu. Alors à première vue, ce titre semble indiquer l'exact inverse de ce que j'ai laissé entendre jusqu'ici, puisque j'ai beaucoup insisté sur le caractère récent de la régionalisation du droit international et des organisations internationales. Mais ce n'est qu'une impression, puisque je l'ai dit aussi, cette régionalisation, si elle est récente depuis la fin de la guerre froide, elle est aussi cyclique, et le droit international est en fait régional depuis toujours. Ce qui fait que nous ne le voyons plus, que nous ne le voyons plus ici, depuis l'Europe, tient à l'aveuglement eurocentrique de ceux qui ont toujours pris leur droit international régional pour universel, et qui l'ont donc de fait universalisé jusqu'à ce qu'il le soit. Ce fut d'abord le cas dès le XVIIe siècle, par l'imposition dans les relations internationales des puissances européennes, avec les peuples des autres régions du monde, du droit naturel des gens, un droit européen, mais considéré comme rationnel, car naturel, et donc présumé universel. Par la suite, dès le XIXe siècle, c'est bien le droit international européen que les Européens, les puissances européennes plus exactement, ont imposé, un droit certes enfin considéré comme européen, donc on utilisait l'adjectif européen pour en parler, parce que positif et plus naturel, et donc régional, mais un droit international européen abordé comme le seul droit civilisé et assénant de ce fait un standard de civilisation, et même, je vous l'expliquerai la semaine prochaine, une obligation d'universalisation au titre de ce standard. C'est ce droit public européen qui a été infligé par la colonisation aux autres peuples du monde à des fins de civilisation et qui est devenu progressivement, nous allons le voir, le droit international universel. Ce faisant, ce droit a pris, tantôt par la contrainte, tantôt par la conviction, la place des autres droits internationaux régionaux, tels qu'ils étaient pratiqués dans les relations entre peuples, que ces peuples soient asiatiques, arabes, américains ou africains. Et c'est ce rôle joué par la forme très particulière, voire paradoxale, nous allons le voir, d'universalisme régional des Européens dans la construction du droit international dès le XVIIe siècle, qui explique que le droit international universel soit rapidement devenu le standard et le droit international régional l'exception, dans la tête des juristes internationalistes, du moins dans cette partie du monde. Et plus grave encore, c'est ce qui explique que la question du droit international régional et des institutions régionales ne soit depuis lors que traitée en creux, négativement, inversément, de celle de l'universalité du droit international. L'ordre historique, tant juridique que politique, de développement du droit international, du régional vers l'universel, a donc été totalement inversé. Remarquez, par exemple, et on en reparlera beaucoup la semaine prochaine,
comment l'on oppose l'universalité comme l'état normal du droit international à sa régionalisation comme un processus qui éloignerait le droit international de son état normal. Ou noter comment le terme régionalité du droit international, un terme que j'ai choisi intentionnellement d'utiliser ce matin, n'est tout simplement pas usité dans ce contexte. La régionalité du droit international, c'est un impensé, voire un impensable du droit international, dont l'universalité est posée en principe. Il n'en demeure pas moins que sous la force des cultures juridiques, qui ont toujours été régionales, lorsqu'elles ont survécu à la colonisation, ou à la créolisation, qui est le propre de toute culture juridique confrontée à une autre, le droit international est demeuré régional dans sa pratique. Ou alors, s'il avait cessé de l'être, il est vite redevenu, après la colonisation par exemple. Bien entendu, avec plus ou moins de vigueur selon les régions, nous le verrons, et selon les domaines. Mais depuis une trentaine d'années, et je vous le prouverai tout à l'heure, la régionalité du droit international regagne tant en épaisseur qu'en profondeur partout dans le monde. Dès lors, seul un monde dans une tête de fou, tel qu'on le présentait déjà au XVIe siècle, peut aujourd'hui prétendre encore être embrassé d'un seul regard, comme un seul monde, un univers avec l'Europe au centre. Mais pour aller plus loin que Dipesh Chakrabarty et son idée de provincialisation de l'Europe, il faudrait, je pense, re-régionaliser le monde dans son ensemble pour espérer enfin reconstruire ensemble un droit international universel depuis les régions, depuis les périphéries, au lieu de continuer à l'imposer d'un centre fictif vers ces périphéries. Accepter que le droit international ne puisse être universel que dans sa régionalité est la manière, me semble-t-il, de répondre à ce qu'Emmanuel Tourme-Joinet désignait déjà en 2007 comme le paradoxe irréductible du droit international d'origine européenne, un droit écartelé entre universalité et particularité d'une part, et entre domination et émancipation de l'autre. Alors venons-en au menu de la leçon de ce matin. Pour commencer, je vous propose de préciser les termes utilisés. Nous allons voir qu'il y a beaucoup de glissements, beaucoup de flottements dans le discours. Ma deuxième partie retracera les origines des régions en droit international. Dans un troisième point, j'identifierai les enjeux de la question des régions en droit international. Ma quatrième partie sera consacrée à la présentation de l'état des recherches sur la question. Et enfin, dans une cinquième partie, je vous annoncerai le programme du cours et de séminaire. Alors, je commence avec une première partie consacrée au concept et aux conceptions. Je l'ai dit, ce débat juridique autour du droit international et des institutions régionales a connu et connaît encore de nombreux glissements sémantiques, glissements qu'il va falloir un petit peu contrôler. De même, et pour ne rien arranger, vous le savez et vous allez vous en souvenir, que de nombreux ismes sont apparus dans le débat. Universalisme, régionalisme. Dès qu'il y a des ismes, il faut s'inquiéter, ou en tout cas être certain de ce qu'ils apportent par rapport à d'autres termes. Alors, voici les précisions que je vais vous présenter. D'abord, longuement, je vais vous parler du concept de région et de ses différentes déclinaisons. Le régional, la régionalisation, le régionalisme. Deuxièmement, je vous parlerai de son opposé conceptuel, dans le binôme qui s'est imposé depuis l'universalisation du droit international européen, c'est-à-dire le concept d'univers, d'universel, d'universalisation et d'universalisme. Et enfin, dans un troisième point, je vous parlerai des nombreux sens que prend l'opposition entre universel et régional. Parce que l'universel ne veut pas toujours dire l'opposé du régional, malheureusement, et donc on force le régional à dire ce qu'il ne veut pas dire.
Donc accrochez vos ceintures. On commence maintenant avec le premier point, la région. Alors le terme désigne pour la plupart des auteurs et des textes juridiques quelque chose qui peut se décrire comme ceci, un ensemble ou un collectif de peuples ou de sociétés, qu'ils soient institués sous la forme d'États ou d'autres institutions publiques, puisque l'on sait que, par exemple, les peuples autochtones sont membres, institués et représentant ces peuples autochtones dans des organisations régionales et dans des régions aujourd'hui, comme par exemple le Conseil arctique, qui est une organisation régionale dans laquelle sont représentants des peuples de la région, non seulement des États, mais aussi des institutions de ces peuples autochtones. Donc un ensemble ou un collectif de peuples institués sous la forme d'États ou d'autres institutions publiques. Ce qui rassemble ces différents peuples en un tout, ce tout régional, et en d'autres termes, ce qui les intègre dans ce tout, puisque intégrum veut dire précisément cela, donc s'intégrer et devenir un tout, ou ce qui les rend solidaires dans ce tout, puisque solidum, c'est précisément cela aussi, c'est devenir un tout. Donc vous reconnaissez déjà les termes du droit régional, la solidarité, l'intégrité. Donc ce qui rend ces peuples un tout, ce qui les fait, ce qui les intègre ou les rend solidaires, tient à deux caractéristiques complémentaires et nécessaires. D'une part, un lien territorial et d'autre part, un lien culturel. Alors le lien territorial n'a pas besoin d'être réduit à une vicinité géographique. On le sait, il y a des organisations régionales comme l'OTAN, l'OCDE ou l'Organisation de coopération islamique, qui sont des organisations régionales, qui instituent des régions, mais qui dépassent évidemment la simple proximité géographique. Ce lien territorial n'a pas non plus besoin de correspondre à une catégorie géographique. Une région peut très bien dépasser un continent ou, au contraire, être un sous-continent. Pensez à la région d'Afrique subsaharienne ou à la région instituée d'Eurasie ou d'Asie-Pacifique, qui sont des régions que nous allons rencontrer tout à l'heure. D'autre part, ce lien culturel, il peut être religieux, linguistique ou autre. On va voir ce qu'il recouvre exactement. Et on comprend mieux quand on a compris cette double dimension, territoriale et culturelle, pourquoi on parle parfois à la place des régions d'aires culturelles, pour capturer à la fois la dimension territoriale et la dimension culturelle. Nous verrons d'ailleurs dans la deuxième leçon quel lien tisser entre région et civilisation qui se recoupe avec les régions sur cette dimension territoriale et culturelle. Alors il résulte de la réunion de ces deux éléments qu'une région, vous l'aurez compris, est une construction. C'est une construction sociale de ses membres plutôt qu'un donné. Et en tant que construction sociale, la région est le fruit d'un ensemble de relations. Elle se construit de l'intérieur du fait des relations entre ses membres, qui sont tantôt inclusives, tantôt exclusives, que de l'extérieur, dans ses relations à d'autres régions, voire à des institutions universelles. En tant que construction sociale, une région est donc une notion relative. Une région est toujours une région parmi d'autres régions, au pluriel. Et c'est pour cela qu'il a fallu attendre, et j'y reviendrai tout à l'heure, non seulement la reconnaissance d'autres régions, mais aussi les interactions avec elles, pour voir apparaître ce terme dans le langage des juristes du droit international. Et c'est d'ailleurs cette dimension sociale et relationnelle de la région qui explique que la région revête une certaine plasticité, voire même, diraient mes collègues, une fragilité, une fissilité, comme on le voit en ce moment avec la région transatlantique, qui oscille entre se fractionner, exploser et au contraire se recomposer. Et cette plasticité, on l'observe tant dans le temps que dans l'espace. Alors il en découle d'une part que le nombre de régions du droit international peut varier d'une période à une autre ou encore d'un thème à l'autre. En fait, même au sein d'une même organisation, les Nations Unies,
Les groupes régionaux ne sont pas les mêmes selon qu'il s'agit de ceux de l'Assemblée générale ou des traités de droits de l'homme. Leur nombre même, 5, 6, on ne sait pas. Leur identité, il y a plusieurs Europes au sein des groupes régionaux des Nations unies, ont été en constante renégociation depuis 1945, avec certains États, comme les États-Unis, qui ont toujours refusé d'appartenir à un groupe régional onusien en particulier. J'y reviendrai. D'autre part, chaque région peut, en vertu de cette dimension sociale, relationnelle et plastique, s'organiser différemment autour de caractéristiques culturelles communes. Certaines choisissent de s'instituer sous la forme d'organisations internationales à part entière, et même lorsqu'elles le font, leur organisation interne, nous le verrons, peut être diverse et présenter un degré d'intégration plus ou moins forte. Les régions peuvent comprendre des sous-régions. Les régions peuvent s'organiser en de multiples régions. C'est ce qu'on appelle la surrégionalisation. Et elles peuvent composer des interrégions avec d'autres régions, comme l'Asie-Pacifique dont je vous ai parlé tout à l'heure, ou l'Eurafrique dont nous parlerons. Certaines régions peuvent même se développer à l'intérieur d'un État, évidemment, mais c'est avant tout des régions supranationales dont il sera question dans ce cours. Alors, en tant que construction sociale et relationnelle d'un ensemble, une région est instituée par le droit. Et c'est là que les juristes entrent en scène, parce que le droit, c'est ce qui confère une dimension résolument normative à la région, tant dans son institution que dans son activité. Et ce rôle du droit dans l'institution de la région, c'est ce qui explique que la littérature parle aussi parfois d'ordre régional de manière générale, pour couvrir toutes ces formes juridiques de la région. Pour des raisons d'autodétermination des peuples qui se réinstituent une deuxième fois en organisant une région, la région prend donc une dimension politique. Une dimension politique à laquelle la région doit d'ailleurs son étymologie latine, regio, de l'acte de régir et de gouverner. Et c'est ce que Michel Foucault expliquait déjà il y a de nombreuses années dans cet entretien. Donc, comme l'État, la région a une dimension à la fois territoriale et politique, et comme l'État par conséquent, la région est géopolitique au sens strict du terme. C'est un territoire, et c'est un territoire politiquement institué. Et donc, ce sens de géopolitique sera le seul utilisé dans ce cours. Je n'aime pas les autres. Il complique le débat aujourd'hui. Vous voyez que tout est géopolitique en ce moment. Et donc, c'est vraiment au sens de cette combinaison du territorial et du politique que j'utiliserai l'adjectif géopolitique. Alors, c'est parce que la région est une construction sociale, juridique et politique qu'une région ne peut en aucun cas être réduite à un fait ou à un simple phénomène. Et donc faites attention quand les juristes vous parlent du fait régional. En fait, c'est une manière de rendre le droit inerte, de le réduire à un simple fait. De même, si le juriste réduit la région à une simple catégorie géographique, il a simplement renoncé à être un juriste. Cette dernière remarque m'amène à la distinction entre un État et une région. Une région se distingue des peuples qu'elle comprend et des différentes institutions de ces peuples. Le lien culturel qu'une région tisse entre les peuples qu'elle consolide et qu'elle amène à former un nouveau tout est en effet plus large que celui qui constitue chacun de ces peuples. Et ce lien régional est partagé par ces peuples sans pour autant les instituer en un seul et nouveau peuple. C'est ce qui explique que les régions aient coexisté autour des peuples institués de multiples manières depuis toujours, autour des peuples institués en cités, en royaumes, en empires, et bien avant que ces cités, royaumes ou empires ne deviennent des États entre le XVIIe et le XXe siècle. Et surtout, c'est ce qui explique que les régions aient continué à coexister avec les États ensuite, sans elles-mêmes devenir des États. En somme, vous l'aurez compris, la région est bien plus qu'un simple échelon intermédiaire entre le national et l'universel, ou entre le bilatéral et le multilatéral interétatique. Elle est bien plus qu'un sandwich, qu'une catégorie qu'il n'y aurait pas besoin de déterminer,
qu'il serait même, disent certains, impossible de déterminer, ou alors uniquement de manière négative, comme si ce qui a trait aux droits non universels ou aux organisations non universelles. En droit international, je l'ai déjà dit, ce qui est régional prend deux formes distinctes, mais qui sont liées l'une à l'autre, tant le droit et les institutions sont mutuellement liés. C'est d'abord le droit international régional, c'est-à-dire un droit international d'origine et d'application régionale, qui spécifie, complète, déroge au droit international universel et plus généralement participe au développement du droit international universel par son interprétation dans un contexte régional. Mais une région, c'est aussi les institutions régionales qui adoptent et interprètent ce droit international régional et sont instituées par lui, comme les groupes régionaux, les commissions régionales, les tribunaux régionaux, les alliances régionales ou encore les organisations régionales. Et ces deux dimensions du droit international des régions, juridiques et institutionnelles, sont les deux faces d'une même pièce. C'est parce que le droit international institue des régions qu'elles peuvent contribuer en retour à l'adoption du droit international par leurs procédures et institutions, et vice-versa. Et cette dimension juridique et institutionnelle d'une région est évidente pour tous les juristes familiers du droit de l'Union européenne. Nous savons qu'en droit de l'Union, le droit de l'Union, donc le droit international régional de l'Union, c'est tout autant le droit que l'Union produit que le droit qui permet à l'Union de s'instituer comme organisation régionale. Mais malheureusement, pour une raison que j'attribue à l'aveuglement eurocentrique, beaucoup de juristes internationalistes ne voient pas ce rapport intense entre institutions et droit lorsqu'il s'agit d'autres régions du droit international. Et ils vont se concentrer soit sur les aspects juridiques de la région, soit sur ses aspects institutionnels, sans les traiter ensemble. Alors c'est pour cette raison que la notion d'approche régionale, qui est une notion que l'on trouve beaucoup dans la littérature, est à mon avis beaucoup trop modeste. Elle assimile le droit international régional, qui est du droit à part entière, à une approche du droit international comme une autre, comme à une approche féministe ou tiers-mondiste du droit international. Ce qui fait l'intérêt, à mon avis, des approches régionales du droit international tient au contraire à ce que ce sont celles d'institutions régionales et qu'elles contribuent donc au développement du droit international dans cette région. Un droit qu'elles sont autorisées à appliquer et à développer pour les peuples de cette région. J'y reviendrai longuement la semaine prochaine. Alors la région maintenant délimitée, il me faut la décliner, puisque c'est dans ces déclinaisons que l'on va la rencontrer en droit international. Il y a d'une part le terme de régionalisation, que j'ai déjà utilisé. La régionalisation désigne le processus par lequel le droit international ou ses institutions sont rendus régionaux, faisant référence à une multiplication ou à une généralisation ou encore à un approfondissement, soit de l'adoption du droit international par des sources ou procédures régionales, soit de l'organisation d'institutions régionales. Donc la régionalisation, c'est le processus de rendre régional. Mais on parle aussi souvent de régionalisme. Et ici arrivent les ismes. Alors c'est le terme le plus obscur des deux. Surtout, il est utilisé par les spécialistes des relations internationales, donc par les politologues, dans un sens très différent, beaucoup plus descriptif, qui est le suivant, la construction d'un ordre régional, au sens où je l'ai entendu en parlant de régionalisation. Ce qui est problématique, c'est que les juristes parfois reprennent ce sens très descriptif du régionalisme des politologues, ce qui complique ensuite les choses lorsque ce régionalisme est opposé à l'universalisme qui, lui, a une dimension clairement normative, comme je vais vous l'expliquer dans un moment. En soi, comme tout isme, le régionalisme devrait être compris comme une attitude ou une croyance selon laquelle le droit international ou les institutions internationales non seulement sont régionales ou se régionalisent, mais devraient l'être
Et donc, en tant qu'isme, on devrait réserver le régionalisme à cette opposition à l'universalisme et le réserver à une discussion normative sur la question de savoir si le droit international devrait ou ne devrait pas être régional ou universel. Si vous voulez parler, comme les politologues, de régionalisation, eh bien, parlez de régionalisation. Ne parlez pas de régionalisme. Alors, il est temps de passer au deuxième terme du débat, précisément. Vous voyez qu'il n'a pas attendu longtemps avant de s'inviter. Le deuxième terme du débat, c'est l'universel, l'universalité et ses différentes déclinaisons. Alors, premièrement, et contrairement au terme de région, le droit international ne connaît pas le terme univers. L'univers n'est pas considéré en droit international comme une construction sociale et encore moins comme une construction juridique ou politique. En revanche, le droit international raffole de l'adjectif universel, un adjectif qui est même parfois utilisé comme un nom pour faire référence à l'universel. Alors, appliqué au droit international et aux institutions de droit international, l'universel qualifie le droit ou les institutions qui s'appliquent à tous les peuples et par extension au sein de toutes leurs institutions, dont les États. Et par extension, et à la différence de la notion de régionalité, qui, je l'ai dit, est largement absente en droit international, le droit international parle alors d'universalité. L'universalité désigne la validité universelle du droit international, ou plus précisément, parce qu'il faut vraiment être précis dans ce débat, sinon on est vite perdu, l'universalité du champ d'application territorial de son autorité de droit, ou de jure. Deuxièmement, comme la région, qui donne lieu à un processus de régionalisation, l'adjectif universel donne lieu à l'universalisation. Et ici, très simple, on peut comprendre l'universalisation comme le processus qui vise à rendre le droit et les institutions universelles et donc applicables à tous les peuples et au sein de toutes leurs institutions, dont les institutions étatiques. Enfin et troisièmement, le terme le plus difficile des trois, l'universalisme, qui désigne l'attitude ou la croyance selon laquelle le droit international ou les institutions internationales non seulement sont universelles, mais devraient l'être, et devraient donc avoir l'autorité légitime, la légitimité universelle de s'appliquer à tous les peuples. Cette prétention à l'universalité de l'autorité par le droit international se doublerait donc, par le biais de l'universalisme, d'une posture normative de justification de cette universalité. Alors j'insiste sur le fait qu'il ne s'agit pas ici d'un universalisme moral, et notamment d'un universalisme de valeur. Et pour le comprendre, il me faut faire un petit détour par la relation entre l'universalisme de droit international et l'universalisme moral. Si vos ceintures n'étaient toujours pas attachées, attachez-les. Alors, il se peut bien sûr qu'en fonction de la théorie retenue des rapports entre droit et morale, l'universalisme moral sous-tende l'universalisme du droit international et justifie dès lors l'autorité universelle de ce droit. C'est après tout ce qui a prévalu longtemps en droit international en vertu de la théorie du droit naturel des gens. Mais dans la philosophie du droit international contemporaine, qui est celle de ce cours, ce n'est pas le cas. Non pas tant du fait d'une opposition alléguée entre positivisme juridique et juste naturalisme. C'est en effet une opposition factice qui fait aujourd'hui encore beaucoup de dégâts chez les juristes internationalistes. Comme j'ai eu l'occasion de l'expliquer ailleurs, prendre au sérieux la place et le rôle du raisonnement moral en droit international ne conduit ni à rejeter le positivisme juridique, puisque ce dernier peut tout à fait être normatif et reconnaître la nature morale du raisonnement juridique, ni à endosser une conception juste naturaliste de la validité du droit, puisque le rôle des considérations morales dans l'interprétation du droit ne remet pas en cause le caractère positif de ce dernier. D'ailleurs, même si la morale ne détermine pas la validité du droit et son autorité de jure, elle est généralement considérée comme étant liée à la justification de son autorité et donc à sa légitimité. Et cette proximité normative entre droit et morale dans la légitimité du droit est importante pour tous les juristes qui considèrent comme moi
que l'existence du droit a une valeur, d'où l'idéal d'ailleurs de l'état de droit, et que par conséquent nous avons des raisons morales de nous conformer au droit, y compris au droit international. Et pourtant, la question de la légitimité en tant qu'autorité justifiée ou légitime du droit doit être maintenue distincte de la qualité morale de son contenu. On peut même dire que c'est la raison pour laquelle il existe des concepts distincts tels que la légalité, la légitimité et la justice du droit que de permettre de séparer ces questions. Les raisons morales de se conformer au droit devraient donc être distinctes de la qualité morale de son contenu. Elles n'en restent pas moins des raisons morales, et dans cette mesure, elles devraient idéalement correspondre aux raisons d'agir que nous avons indépendamment du droit, ou du moins ne pas trop nous en éloigner. En somme, c'est à des fins de légitimité universelle que l'universalisme du droit international entre en rapport avec l'universalisme moral, mais il entre en rapport sans pour autant s'en faire le miroir. La prétention à l'autorité universelle du droit international qui découle de sa validité et de son autorité de jure de droit universel devrait aller de pair avec une recherche de justification morale universelle de cette autorité, sans pourtant se confondre avec elle. Dans tous les cas, même dans cette approche restreinte que je vous propose des rapports entre universalisme juridique et universalisme moral du droit international, l'universalisme moral doit être soigneusement distingué du monisme moral. Non seulement les valeurs morales sont-elles plurales, mais elles sont aussi indissociables du contexte auquel elles s'appliquent et dans lequel elles doivent être contextualisées. Leurs conceptions sont en outre nécessairement affectées par une deuxième forme de pluralisme, le pluralisme culturel ou épistémologique, qui affecte toutes nos conceptions morales, y compris les mêmes valeurs d'une culture à l'autre. À l'échelle universelle, qui est celle du droit international, le pluralisme tant moral que culturel, et les désaccords raisonnables qu'il suscite entre États et régions, ou au sein de chaque État et de chaque région, rendent le respect de l'égalité de souveraineté et donc d'autodétermination des peuples dans l'adoption et l'interprétation du droit international encore plus importante pour sa légitimité qu'en droit interne. Pour conclure cet excursus, ce petit détour philosophique, l'autorité universelle à laquelle prétend le droit international, de droit, une autorité de jure, ne peut être justifiée moralement et son universalisme juridique retenu par conséquent que si non seulement les raisons morales d'agir que donne le droit international s'alignent avec la pluralité des raisons applicables aux peuples du monde dans leurs contextes nationaux et régionaux, mais aussi si ces raisons sont identifiées par des procédures et des institutions internationales qui respectent l'égale autonomie de chaque peuple, de les déterminer collectivement avec d'autres, et dès lors par des procédures et institutions internationales qui soient démocratiques, et j'y reviendrai longuement ces prochaines semaines. Donc voilà pour la région. Vous voyez que ce n'est pas aussi simple qu'on l'imaginait, et que la région et son binôme, l'univers ou l'universel, sont assez compliqués à définir. Alors venons-en troisièmement à ce qui complique encore les choses, c'est-à-dire le fait que la région et l'univers, le régional et l'universel, le régionalisme et l'universalisme, arrivent en général par deux, dans une opposition binaire qui est faite entre l'universel et le régional en droit international. Donc procéder comme je l'ai fait ce matin, en commençant par le régional et ensuite en arrivant à l'universel, ça n'est pas du tout la manière dont on procède habituellement en droit international. D'habitude, on vous assène tout de suite un binôme, une opposition binaire. Ces deux termes apparaissent ensemble, et l'universel apparaît d'abord, et le régional ensuite, en tant qu'anti-universel dans ce binôme. Et cette opposition binaire, ce fonctionnement par binarité dans le discours juridique international sur la région et l'universel, fait que le régional est alors réduit à l'opposé de tout ce qui est associé à l'universel. Et c'est très problématique parce que l'universel en droit international est associé à bien d'autres termes dans ces oppositions binaires ou régionales. Ainsi, et mis à part l'opposition principale que j'ai présentée ce matin
entre le champ d'application territorial, régional ou universel du droit international, j'ai dénombré 3 autres binômes dans la littérature ou dans le droit international qui opposent l'universel ou non universel. Premièrement, l'universel au sens de droit international général, qui est opposé dès lors au droit spécial ou particulier. Deuxièmement, l'universel au sens de droit international unitaire, qui est opposé au droit plural et fragmenté. Et enfin, l'universel au sens de droit international abstrait, opposé au droit concret. Alors la difficulté provient ensuite de l'assimilation du droit international régional à l'anti-droit international universel, au sens de l'anti-droit général, de l'anti-droit humanitaire et de l'anti-droit abstrait. Et par conséquent, on va assimiler le droit régional à un droit spécial. On va l'assimiler à un droit fragmenté. On va l'assimiler à un droit concret. Et ce, alors, vous le verrez, je vous l'expliquerai toute la semaine prochaine, qu'il peut très bien y avoir du droit international régional général, il peut très bien y avoir du droit international régional unitaire, et il peut très bien y avoir du droit régional abstrait. Mais survient enfin une troisième difficulté, encore plus ennuyeuse malheureusement, et c'est la suivante, la généralité du droit international, donc dans le premier binôme universel-régional que je viens d'évoquer. Cette généralité est elle-même totalement polysémique en droit international, et bonne chance pour la préciser. Alors, je vais vous donner ici au moins 3 sens de la généralité du droit international, et donc 3 sens que peut prendre le binôme droit international général et droit international régional. D'abord, la généralité du contenu d'une norme, par opposition à sa spécialité. Deuxièmement, la généralité du champ d'application personnel d'une norme, d'un régime ou d'une source, par opposition à sa spécialité. Et enfin, la généralité des règles secondaires du système juridique international par rapport aux règles secondaires de régimes spéciaux qui en deviennent autocontenues. C'est ce qu'on appelle les règles générales du droit international. Mais il est très clair, et j'y reviendrai tout à l'heure, que le droit international régional n'est pas nécessairement spécial dans ces 3 sens. Même lorsqu'il est opposé au droit international universel au sens de général, il n'est pas forcément spécial dans ces 3 sens. Il peut l'être, mais il ne l'est pas forcément. Surtout, même lorsqu'il l'est, la régionalité du droit international régional ne peut pas être réduite à sa spécialité par rapport au droit international universel général dans ces 3 sens, et j'y reviendrai aussi tout à l'heure. Donc vous voyez combien ces concepts, et surtout les conceptions de ces concepts, troublent notre accès à la question pourtant fascinante de la régionalité du droit international, et j'espère vous avoir aidé un petit peu à négocier ou à entrer dans cette jungle conceptuelle. Alors j'en viens à mon deuxième point, qui est consacré aujourd'hui à l'évolution du droit international des régions, des origines à nos jours. Alors, ce que l'on peut déjà dire en amont du panorama historique que je vais vous présenter, c'est que le droit international, compris en tant que droit qui s'applique aux relations entre peuples institués et à leurs institutions à travers les frontières, mais ensuite aussi au sein de ces frontières, est un droit régional depuis qu'il y a du droit international. Par ailleurs, même si ce droit régional a ensuite été universalisé officiellement depuis la moitié du XXe siècle, le droit international est demeuré régional en parallèle, voire s'est re-régionalisé depuis. Et donc ce que l'histoire nous montre, en tout cas l'histoire que je vous raconterai, c'est que la relation entre droit international universel et régional n'est pas du tout une relation de contradiction, contrairement à ce que le binôme d'opposition universalité régionale et régionalité que je vous ai présenté tout à l'heure semble signifier, mais que cette relation, en tout cas historiquement, est bien une relation de complémentarité. Complémentarité qu'il faudra travailler juridiquement pour sortir des ornières de cette contradiction. Alors, différentes vagues de régionalisation
ont émaillé cette relation de complémentarité à travers le temps et l'espace. Ça, c'est une petite recherche Ngram qui vous montre simplement la fréquence en anglais du terme organisation régionale, avec, vous le voyez très bien à l'écran, des vagues en fonction des périodes. Et je vais vous expliquer ces vagues. Je vais vous les expliquer sous la forme de périodes. Je vais distinguer pour vous 7 grandes périodes dans l'histoire du droit international des régions. Alors, dater la première période historique n'est pas chose facile, mais il ressort de ce que je vous ai dit du concept relationnel de région, qu'une région est construite sur la base tant des relations internes entre ses peuples que des relations externes entre la région et d'autres régions. C'est donc à partir du moment où les peuples d'une région, qui partagent un droit international pour régir leurs relations, par exemple le droit international qui s'applique aux traités entre cités mésopotamiennes ou entre empires asiatiques, c'est à partir du moment où les peuples d'une région qui partagent ce droit international pour régir leurs relations commencent à entrer en relation avec les peuples d'une autre région, puis de plusieurs autres régions dans le monde, qu'on peut dire qu'un droit international régional existe comme catégorie juridique. Alors cette approche, elle permet, mais surtout elle demande, et c'est très difficile, de décentrer le récit historique qui est encore largement eurocentrique dans le récit de l'histoire du droit international régional, en élargissant la focale à la fois dans l'espace, pour capturer les autres droits internationaux régionaux des autres régions du monde, et dans le temps pour remonter bien avant sa consolidation au XIXe siècle. Alors pour autant, il ne s'agit pas, dans ce décentrement du récit historique, de nier le rôle décisif du droit international européen dans l'histoire du droit international. Un rôle qui va donc colorer encore largement la périodisation du panorama historique que je vais vous présenter. Il faut à la fois décentrer et être conscient de l'eurocentrisme du travail d'universalisation de la régionalité du droit européen entre le XVIIe et le XXe. C'est l'universalisation forcée du droit international régional européen dès le XIXe qui a précipité la naissance d'un droit international universel et marqué le début du binôme universel régional qui domine le droit international depuis et que j'ai dénoncé tout à l'heure. C'est cette universalisation forcée du droit international régional européen qui a inversé, je l'ai dit, le sens du droit international régional postérieur, qui se développe depuis en opposition, ou du moins en creux, du droit international universel, ou lorsque c'est entre régions, en réaction au droit international régional européen. Donc, première période, la coexistence des droits internationaux régionaux, une coexistence qui existe depuis qu'il y a du droit international. Des sources écrites et non écrites disponibles, il est possible de retracer l'existence d'un droit international régional dans toutes les cultures juridiques du monde. Voici par exemple ce que dit mon collègue Anthony Anghie, qui est historien du droit international, sur cette universalité du droit international régional. C'est notamment le cas du droit international applicable aux relations entre peuples et leurs différentes institutions, royales, impériales, urbaines, au sein du monde musulman et au sein des différentes régions d'Asie du Sud et d'Asie du Sud-Est. Des rencontres régulières entre ces différents droits internationaux régionaux sont avérées, et ce, y compris avec le droit international tel qu'il était appliqué et pratiqué en Europe. On retrouve d'ailleurs des emprunts à ces pratiques asiatiques en matière de traités internationaux chez Grotius au XVIIe siècle. Alors venons-en précisément à ce droit international européen et à sa première phase, celle du droit international qu'on dit classique par eurocentrisme et qu'on appelle aussi le droit naturel des gens. C'est la deuxième période du droit international régional, cette période qui va du XVIe au XVIIIe siècle et qu'on peut appeler la période de la présomption d'universalité du droit naturel des gens comme droit de raison. Alors, comme son nom l'indique, le droit naturel des gens se présente d'emblée comme naturel car rationnel et il en tire son universalité présumée.
C'est cette universalité présumée qui va permettre aux puissances européennes d'universaliser ce qui n'est pourtant qu'un droit international régional européen, et de le faire sans condition à l'époque. Le droit des gens européens prétend simplement à s'appliquer à d'autres puissances, dans d'autres régions. Et c'est ce qu'il va faire en Asie. C'est cette présomption d'universalité de ce droit international rationnel qui va rendre les premiers juristes internationalistes européens, comme Vittoria, Grotius, dont j'ai déjà parlé, ou Vattel, finalement assez peu soucieux de la régionalité de leurs droits. Ils n'en parlent pas, que ce soit la leur ou celle des autres. Et c'est d'autant plus curieux qu'on peut remarquer dans les premières collections de traités internationaux de l'époque qu'aucun traité conclu avec des institutions d'autres régions ne sont inclus, alors même que l'existence de ces traités, par exemple entre puissances européennes et turques, est avérée et qu'il existe de nombreux traités à l'époque qu'on aurait pu inclure dans ces collections de traités européens. Donc il y a une présomption d'universalité, mais on n'en parle pas et on ne fait même pas figurer la régionalité des autres. Sans un travail civilisationnel approfondi, il est difficile bien sûr de savoir si les droits internationaux régionaux des autres régions se pensent et surtout se prétendent universels aussi. Certains le font, mais ce sont surtout les Européens qui sortent de leur région à l'époque et qui dès lors imposent leur droit international régional à toutes leurs relations internationales. C'est pour ça que l'apogée de l'universalisation du droit international européen arrive au moment du passage au droit international moderne, ce qu'on appelle aussi le droit public européen. C'est en effet ce droit, entre le début du XIXe et le début du XXe, qui va permettre aux puissances impériales européennes de justifier la colonisation. Et c'est cette troisième période que j'aborde maintenant, 1815-1918, qui est la période qu'on peut appeler l'universalisation du droit public européen comme droit de civilisation. Le passage d'un droit international européen, présumé universel parce que naturel, à un droit international européen à universaliser activement parce que positif et investi d'une mission de civilisation, est absolument décisif à saisir. Et ce, à la fois pour la régionalisation du droit international européen et pour son universalisation. Cette fois-ci, en effet, ce droit se pense bien régional, mais il se donne le droit de s'imposer universellement tout de même. En bref, si le droit naturel des gens se voyait universaliser un droit international déjà universel, le droit public européen se pense clairement comme régional, mais comme universalisant un droit international régional. Alors cela peut paraître paradoxal, j'ai déjà parlé de ce paradoxe tout à l'heure, mais plus ce droit international européen se régionalise et s'affirme comme le droit positif d'une civilisation, la seule, plus il s'autorise, voire s'oblige, à s'universaliser. Cette universalisation ne se fait pas par inclusion comme du temps du droit naturel des gens. Au contraire, elle se fait par l'exclusion ou par la différenciation. Pensez aux traités inégaux, aux capitulations. Ensuite seulement, lorsque l'intérêt pour la coopération et l'inclusion d'autres peuples grandira, l'universalisation se fera par la conditionnalité, la condition de civilisation, et donc par la transformation forcée des autres droits internationaux régionaux. Et c'est cette ambivalence entre différenciation et exclusion d'un côté et puis conditionnalité et civilisation de l'autre qui explique aussi, à mon avis, les modalités très ambivalentes de la mise en avant des autres droits régionaux dès le début du XIXe siècle. Et notamment la mise en avant de ce qu'on appellera le droit international créole dans les Caraïbes, le droit international mestizo, et ensuite du droit international dit américain, et plus tard latino-américain. En effet, l'invocation, dès le début du XIXe siècle, dans ces autres régions, d'un droit international régional distinct, est d'abord dictée par une réaction de réception contextualisée, puis ensuite de revendication, de participation et de reconnaissance de leur contribution au droit international universel. Mais je dis que ces modalités sont ambivalentes parce que, bien sûr, en parallèle de cette
réaction de réception et de revendication d'une reconnaissance, on trouve bien sûr aussi un droit international régional qui est avancé comme un acte de résistance, comme un acte de différenciation par rapport au droit international régional européen, à l'instar de la doctrine Monroe de 1823, qui pose le principe de non-intervention à l'encontre des puissances européennes dans les nouveaux États américains. Alors au même moment, et tout au long du XIXe siècle, en parallèle de ce développement de l'universalisation du droit international européen et de l'apparition en réaction des autres droits internationaux régionaux, notamment en Amérique, les premières organisations régionales se mettent en place, en Europe et en Amérique. C'est le cas des premières commissions régionales en matière fluviale, des premières unions régionales administratives en matière de télécommunications, de poids et de mesure ou de santé, des premières alliances et ententes militaires régionales. Et certaines de ces premières formes organisationnelles régionales vont préparer le terrain pour les organisations universelles qui seront mises en place après la Première ou la Seconde Guerre mondiale, comme l'OIT ou l'OMS, alors que d'autres vont fournir un modèle d'organisation régionale qui sera diffusé plus tard dans d'autres régions, comme l'Afrique ou l'Asie. Et on retrouve la même ambivalence qu'en droit international régional de l'époque, entre des organisations régionales de civilisation, qui sont là pour civiliser, et des organisations régionales, au contraire, qui sont mises en place pour émanciper contre cette civilisation. Donc vous voyez que ça devient déjà très intéressant dans ce siècle-là. Quatrième période, l'institution manquée du droit international universel et les droits internationaux régionaux parallèles. Ça, c'est une petite fenêtre, 1919-1945. La fin de la Première Guerre mondiale mène à la création d'une première organisation internationale générale à vocation universelle, la Société des Nations. La Société des Nations est toutefois encore beaucoup trop peu inclusive, trop faible comme institution universelle, et les ordres régionaux en place s'invitent donc dans son traité constitutif. Il s'invite négativement, ici, à l'article 21 du pacte. Cet article, vous le lisez avec moi, maintient la validité des ententes régionales préexistantes à la Société des Nations et du droit international régional, dont la doctrine Monroe des États-Unis, qui est nommée expressément. À ce moment-là, la doctrine ne recouvre plus seulement un principe de non-intervention dans la région américaine, mais déjà un droit de légitime défense collective et préventive de toute la région par les États-Unis. Il faut le savoir, c'est pour ça qu'elle entre négativement dans ce texte. Dans l'entre-deux-guerres, dans un contexte de crise du droit international universel et de ses institutions, la Société des Nations n'avait pas véritablement fonctionné, le droit international régional s'affirme d'autant plus fortement. C'est encore une fois le cas du droit international américain, devenu entre-temps latino-américain, mais aussi dans d'autres régions du monde, comme l'Europe et l'Asie. C'est la période de l'effacement des empires au profit des États, et donc on retrouve déjà des formes d'ordres régionaux autour de ces États en Europe et en Asie. Le même mouvement va s'opérer sur le plan institutionnel, puisque les alliances et ordres régionaux vont se formaliser et se consolider autour d'États-puissances régionales, comme l'Allemagne et son Großraum, ou le Japon, mais aussi en dehors des États de ce qui est alors déjà un premier monde. C'est le cas en Amérique latine, avec les multiples conférences et bureaux qui seront à l'origine de l'Union panaméricaine, puis de l'Organisation des États américains. Mais c'est aussi le cas dans le monde arabe, avec l'ancêtre de la Ligue des États arabes, issu de la fin des empires ottomans et européens dans la région. Pris en flagrant délit de fausse universalité, le droit international européen devenu universel cède alors sur certains points. Il est toujours très faible. Ces sources incorporent et universalisent par la même occasion certains principes de droit international régional. Ils donnent des gages en absorbant. On mentionnera notamment la reprise par les tribunaux internationaux de l'époque de la doctrine Calvo, de la doctrine Monroe, du respect de l'intégrité territoriale et du principe uti possidetis. Pour le reste,
la posture des puissances en place durant l'entre-deux-guerres est la suivante. Le droit international universel pose le cadre général, au sein duquel le droit international régional spécifie et met en œuvre le droit de manière complémentaire. C'est ainsi, par exemple, que l'Institut de droit international, où siègent à l'époque, aujourd'hui encore, pourrait-on dire malheureusement, principalement des juristes européens et assimilés, se prononce en 1926 sur la complémentarité du droit international régional. Donc c'est une manière de donner des gages. Cinquième période, 1945-1960, la réinstitution du droit international universel et ce que j'ai appelé la double vie des droits internationaux régionaux. La création de l'Organisation des Nations Unies en 1945 permet de réinstituer le droit international universel plus fortement. Malheureusement, avec peu d'égards pour le droit et les institutions régionales, ou du moins en apparence. Le projet porté par de nombreux acteurs, dont Winston Churchill à l'époque, d'instituer conjointement aux Nations Unies des conseils régionaux, n'aboutit pas. Et la même chose vaut malheureusement pour les nombreux autres projets d'institutions régionales qui fleurissent à cette époque et qui prévoyaient d'instituer des ordres régionaux au moment de la chute des empires et avant la mise en place du pavage étatique par la Charte des Nations Unies. Malheureusement, ces beaux projets, dont je vous parlerai à plusieurs reprises dans ce cours cette année, qui sont bien recensés maintenant dans l'histoire, notamment dans ces deux ouvrages que vous avez ici à l'écran, ne sont pas couronnés de succès. Au contraire, sur le plan du droit international régional, tout d'abord, la Charte des Nations Unies ne fait aucune mention en son article 38, qui est consacré aux sources du droit international, au droit des régions. Et pourtant, il y avait des propositions dans ce sens. Il y a bien quelques références à la représentativité géographique équitable par les organes onusiens dans la Charte des Nations Unies. Vous avez un de ces articles ici à l'écran. Mais les groupes régionaux qui vont être institués après 1945 ne figurent pas dans la Charte et ils devront être institués ad hoc, suscitant de nombreux débats. Sur le plan institutionnel ensuite, les régions sont mentionnées dans la Charte des Nations Unies positivement cette fois-ci, pas seulement en creux, pas simplement réservées par rapport à l'ordre onusien. Mais si elles sont mentionnées positivement, c'est pour être soumises hiérarchiquement à la Charte et au Conseil de sécurité. Et donc pour être soumises hiérarchiquement aux 5 membres permanents, notamment par méfiance des autres puissances régionales ou entre puissances régionales, et notamment par méfiance entre les États-Unis et l'URSS. C'est ce qu'on peut lire au chapitre 8 pour les accords et organismes régionaux de sécurité et de défense, c'est l'article 53, et les organismes régionaux de maintien de la paix, à l'article 52. En fait, cette soumission hiérarchique des institutions régionales à la Charte et au Conseil de sécurité, même si elle apparaît sous un jour positif, parce que voilà, on parle vraiment cette fois des organisations régionales, elle n'est qu'apparente. Il y a en effet 2 poids, 2 mesures, selon les institutions régionales en cause et selon leur lien à tel ou tel État-puissance. En effet, toutes les alliances régionales de défense ne sont pas considérées à l'époque comme des organismes régionaux, au sens de l'article 153, et ne le sont toujours pas aujourd'hui. De même, l'article 51 de la Charte des Nations Unies prévoit, vous le savez, un droit unilatéral de légitime défense, un droit qui échappe à l'autorisation du Conseil de sécurité et qui permet aux États de se défendre contre des alliances régionales, mais aussi un droit qui peut être exercé unilatéralement, de manière collective, par le biais d'alliances régionales de défense, comme l'OTAN ou le pacte de Varsovie. Donc on voit que cette soumission des organisations régionales, elle est en demi-teinte, il y a 2 poids, 2 mesures en fonction des organisations régionales concernées. Dans les autres domaines, différents types de coopération régionale sont mis en place sous l'ombrelle de l'ONU. Ces coopérations accélèrent l'instrumentalisation des institutions régionales par le droit international universel, voire parfois par les États les plus puissants de ces organisations. Ça va passer
à la fois par une régionalisation externe de l'ONU, avec diverses relations, interactions largement pragmatiques, avec des organisations régionales d'une part, et par la régionalisation interne de l'ONU, avec la création de bureaux ou de commissions régionales au sein de l'ONU. Et le même mouvement va pouvoir être observé dans le domaine commercial et financier, avec les banques régionales de développement et les organes régionaux de règlement des différends. Alors, ce qu'on peut dire de manière générale sur cette période, et vous allez le voir ici très bien dans ce tableau qui est tiré du très bel ouvrage de politologues spécialistes des relations internationales que sont Bursell et Ries. De manière générale, ce qu'on peut dire, c'est que les organisations internationales régionales sont soit refondées après 1945, comme la Ligue des États arabes ou l'Organisation des États américains, soit fondées à neuf dans d'autres régions. Vous voyez les grandes régions ici verticalement à gauche, puis vous avez ensuite les dates, et vous voyez par région en fait les concentrations de régionalisation. C'est le cas aussi en Europe, où l'après-guerre correspond au début d'une phase d'intense institution des organisations régionales, comme la CECA et la CE, qui deviendront l'Union européenne, et bien sûr le Conseil de l'Europe. Alors j'en viens à la 6e période de régionalisation, qui est la re-régionalisation partielle du droit international entre 1960 et 1990. La guerre froide, en effet, va relancer la régionalisation en donnant naissance à de multiples organisations régionales, et je vous remontre le tableau pour que vous preniez conscience de l'importance de cette période dans ce tableau. C'est bien sûr le cas en Europe, où les organisations régionales vont fleurir de part et d'autre des deux blocs, mais aussi en dehors du cadre strict des Nations Unies. C'est surtout le cas dans les domaines sécuritaires et commerciaux, souvent d'ailleurs main dans la main avec le développement de nouvelles organisations universelles. C'est ce qu'on va voir par exemple dans le domaine économique, d'intégration économique, où des notions comme fédéralisme, de préservation du marché ou gouvernance à niveau multiple vont fleurir et intégrer le régional dans un marché efficient et fonctionnel. Avec la décolonisation, un troisième cercle d'organisations internationales régionales va apparaître à ce moment-là. C'est celui du tiers-monde, comme on l'appelle à l'époque, ou du nouvel ordre économique international, notamment en Afrique, mais aussi en Amérique latine. Vous voyez ces organisations apparaître sur le tableau. Le droit international africain se consolide alors sur le modèle du droit international américain du XIXe siècle, reprenant certaines de ses revendications quant à la contribution et la reconnaissance des spécificités juridiques et institutionnelles africaines par le droit international universel. Et ceci m'amène à la dernière période, qui est la période 1990-2025, enfin jusqu'à aujourd'hui, pour autant qu'on puisse le savoir, la re-régionalisation universelle du droit international et l'érosion des organisations internationales universelles. Alors, je reviens au tableau, pardon pour ces allées-venues. Là aussi, vous pouvez suivre, donc on s'est déplacé maintenant à 90-2025. Dès la fin de la guerre froide et du système bipolaire, la régionalisation se renforce encore. C'est le cas tant sur le plan du droit international régional, avec la mise en place de commissions régionales de codification partout dans le monde, que sur le plan institutionnel, à des fins de légitimation du droit international régional notamment. Donc on va instituer pour légitimer. Alors voici en quelques phrases les caractéristiques principales de ce nouveau régionalisme institutionnel. Puis évidemment, j'entrerai dans le détail ces prochaines semaines. Ce qu'on observe dans cette dernière phase de re-régionalisation du droit international, c'est tout d'abord que les organisations régionales, et vous pouvez suivre ça à l'écran, se développent ou se consolident, cette fois-ci, partout dans le monde. Sauf, et vous le voyez dans la première ligne, en Amérique du Nord, où les États-Unis continuent à s'isoler. Et les deux organisations régionales que vous voyez pour l'Amérique du Nord sont deux organisations qui, aujourd'hui, sont en péril si vous suivez l'actualité, tant
l'ALENA, NAFTA, que l'OTAN. Donc cette re-régionalisation, elle est universelle parce qu'elle a lieu cette fois partout. L'Asie et l'Eurasie sont deux régions dans lesquelles les organisations internationales régionales se constituent pour la première fois à ce moment-là, autour souvent d'un État-puissance régional comme la Chine, l'Inde ou la Russie. C'est le cas, deuxièmement, dans tous les domaines, plus simplement en matière commerciale ou militaire. Il n'y a pas un domaine du droit international où il n'y a pas de droit régional désormais. Troisièmement, la régionalisation s'opère au sein de régions par leur sous-régionalisation. Donc on va multiplier les sous-régions et les sous-organisations régionales. En sur-régionalisation, donc on va avoir la même région avec plusieurs organisations. Et en interrégionalisation, puisque les organisations régionales vont commencer à entrer en relation avec d'autres organisations régionales, comme l'Union européenne avec le Mercosur. Cette régionalisation est approfondie et de plus en plus d'organisations régionales d'intégration au lieu de simple coopération se mettent en place, notamment en Afrique subsaharienne et en Amérique latine. Enfin, ces organisations ne sont plus simplement interétatiques, elles s'ouvrent à d'autres institutions représentant les peuples de ces régions, comme les peuples autochtones, je l'ai dit, pour le Conseil arctique, ou des personnes privées. Alors vous avez ici une autre manière de représenter les organisations internationales régionales qui existent aujourd'hui, par région, cette fois en listant, pas seulement par abréviation, mais complètement le nom de chacune de ces organisations. Et puis dans un dernier bloc, je vous ai mis les autres régions qui sont très petites, moins régionalisées, ou les interrégions. Alors en parallèle de cette re-régionalisation des années 90 à aujourd'hui, il y a malheureusement un effet de vase communicant, puisque les organisations internationales universelles, dont l'ONU, vont peu à peu perdre en influence. Pire, la dynamique va s'inverser à nouveau. La dynamique qui avait soumis les organisations régionales aux Nations Unies va s'inverser puisque les Nations Unies vont se retrouver soumises aux organisations régionales. L'ONU, qui se présentait comme un cadre universel à la coopération régionale, est désormais encadrée en retour, dans certains domaines, par quelques organisations régionales. Alors ce pour de multiples raisons, le désengagement financier des États, on en parle beaucoup, leur capture, donc la capture des organisations internationales universelles par des organisations privées, ou, et surtout pour nous, par certains États-puissances régionales, dont les États-Unis, dans un premier temps, dès les années 90, et puis ensuite la Chine. Alors en pratique, ça va se traduire par un investissement toujours plus grand dans les collaborations de l'ONU avec des organisations régionales, ou du moins avec certaines d'entre elles. Donc ça va être l'OTAN, entre 1990 et 2000, dont l'ONU va devenir dépendante du fait de l'importance de la puissance régionale américaine aux Nations Unies, et ce alors que le cadre juridique de ces relations et interactions demeure très indéterminé, créant de nombreux privilèges pour certaines organisations internationales, comme l'Union européenne, dont je vous parlerai, des inégalités et privilèges dans d'autres organisations régionales et les États-puissances régionales de ces organisations, comme l'Organisation de coopération de Shanghai pour la Chine ou l'Union économique eurasiatique pour la Russie, tentent de se prévaloir désormais. Donc ce que ce cycle, ou plutôt cette histoire cyclique, multicyclique, d'universalisation d'un droit international régional et de régionalisation d'un droit international universel entre le XVIIe siècle et le XXe siècle nous montre, c'est deux choses. Je retiendrai en tout cas deux choses ici. Premièrement, que le droit international régional et universel, le droit international régional par et le droit international universel d'autre part, ne sont pas des contraires qui s'annulent et qui doivent être hiérarchisés. On a tenté de le faire et vous avez vu que ça n'a pas fonctionné, mais qu'au contraire, ce sont deux formes de droit international qui doivent être soigneusement articulées dans une complémentarité qui reste à déterminer pour éviter leur affaiblissement mutuel de façon cyclique. Donc ça, je pense que c'est la première chose qu'on peut retenir sur le plan du droit.
Maintenant, la deuxième chose qu'on peut observer, qu'on peut retenir de ce panorama historique, sur le plan institutionnel cette fois-ci, et c'est lié, c'est que l'absence d'un statut juridique commun, égalitaire, de l'organisation régionale ou de l'ordre régional en droit international des institutions, qui a tout misé par la Charte des Nations Unies sur l'État, doit impérativement être comblée. Cette absence de statut juridique doit être comblée. Pourquoi ? Eh bien, pour éviter que la région, l'ordre régional, l'organisation régionale dans toutes ses formes, ne demeure l'instrument géopolitique d'un seul ou de plusieurs États-puissances régionales, ou désormais même d'organisations empires, parce que certaines de ces organisations organisées autour d'un État-puissance régional sont, dans leur comportement, de véritables empires, sapent de l'intérieur non seulement les efforts de construction institutionnelle universelle, comme on l'a vu avec les Nations Unies entre 1990 et aujourd'hui, mais aussi, par la même occasion, la garantie de l'égalité souveraine des peuples et des États qui dépend de cette construction institutionnelle universelle. Alors, ceci m'amène tout naturellement aux enjeux. Enjeux et intérêts de la question régionale en droit international. Alors, les enjeux, vous en avez une petite idée en m'écoutant jusqu'ici, vous en avez même certainement vu d'autres que moi. Mais évidemment, le premier enjeu, c'est un intérêt à saisir juridiquement un développement contemporain. Il se passe quelque chose en droit international des institutions, et donc, évidemment, il faut s'en préoccuper. Et le premier enjeu pour les juristes internationalistes, c'est comprendre les ressorts juridiques de cette évolution récente et significative pour le droit international. Mais les enjeux vont bien au-delà d'un intérêt pour la technique juridique. J'aime la technique juridique, vous aimez la technique juridique, nous allons faire de la technique juridique, mais il y a d'autres enjeux à cette question régionale que la simple technique de l'organisation juridique de ce droit régional et de ces institutions régionales. Comme le dit très bien Damien Chalmers, et vous voyez sa citation à l'écran, ces ordres régionaux sont aujourd'hui devenus, et je pense qu'il a raison, le standard à l'aune duquel on va pouvoir évaluer les possibilités et les limites du droit international contemporain dans son entier. Et il y a, me semble-t-il, au moins 3 autres enjeux que j'aimerais vous présenter. Deuxième enjeu, donc, celui de la justification de l'autorité universelle du droit international au-delà de l'universalisme ordinaire. Comme je l'ai indiqué tout à l'heure, la régionalisation du droit international permet d'aborder la question de la justification universelle d'un droit qui se prétend universel de manière positive, par le bas, plutôt que de manière négative, par le haut, par opposition à l'universel. Elle permet de mieux comprendre le contexte non seulement national, mais aussi régional, dans lequel le droit international est constamment, vraiment constamment appliqué, interprété, développé. Et ici, vous avez un extrait d'un rapport du rapporteur spécial de la Commission de droit international Maurice Kamto, dans lequel il dit sans embâche et sans détour, le droit régional fait partie du droit international. Le droit régional, c'est du droit international. Et donc, en comprenant l'importance du droit régional en droit international, eh bien, on peut aborder, à mon avis, la question de l'autorité du droit international comparé, en l'occurrence du droit international régional comparé, sous un jour nouveau. Donc ça, à mon avis, c'est le deuxième enjeu. Le troisième enjeu, c'est un enjeu de légitimité politique des organisations régionales elles-mêmes. Ici, c'est la binarité État, organisation internationale universelle, et surtout de l'opposition entre l'organisation territoriale et politique qui serait réservée aux États et l'organisation fonctionnelle et totalement apolitique qui serait réservée aux organisations internationales qui explose ou qui, du moins, à mon avis, est mise en cause par l'existence d'organisations régionales. Et c'est ce qu'a dit très bien Catherine Brolman, que vous pouvez ici lire à l'écran.
Les institutions régionales, y compris les organisations régionales, présentent en effet une dimension géopolitique claire du fait de leur assise territoriale et de leur organisation politique. C'est ce qui confirme par exemple le fait que les organisations régionales sont les seules organisations internationales à ce jour à avoir des citoyens, à avoir des peuples, à avoir une souveraineté, en droit, j'entends, et c'est lié à avoir un catalogue de droits de l'homme, à avoir des tribunaux dont la juridiction porte sur les organisations elles-mêmes. L'organisation démocratique interne des organisations régionales est d'ailleurs liée en pratique à celle de leurs États membres, par un effet de domestication mutuelle. Pensez à l'Union européenne, vous voyez comment les États membres de l'Union et l'Union se domestiquent mutuellement, se démocratisent mutuellement. Et cet effet de renforcement démocratique par la régionalisation politique permet, si elle est bien organisée bien sûr, de lutter contre la domination autoritaire de certains États-puissances au sein des ordres régionaux, voire contre la domination impériale d'États-empires ou d'organisations empires au dehors. Quatrième enjeu, la légitimité de l'ordre international et interrégional en général. Ici, c'est l'organisation des relations entre institutions régionales et organisations internationales universelles qui est en cause. Comme l'a dit très bien Laurence Boisson de Chazourde à la fin, c'est vraiment le dernier paragraphe de son cours de La Haye de 2012. Elle conclut en disant « Il faut conclure sur la nécessité d'un droit institutionnel commun. Seule la mise en place d'un ordre institutionnel international universel qui garantisse et organise les différents ordres régionaux et leurs relations de manière égalitaire est en effet à même de protéger ces ordres régionaux et par extension, je l'ai dit, l'égale souveraineté de leurs membres et l'autodétermination de leur peuple contre la puissance impériale d'autres ordres régionaux. Et ça a été aussi très bien capturé par Andrew Harrow dans cette citation où il conclut sur l'importance de l'organisation régionale à l'avenir pour l'autodétermination des peuples. Alors malgré ces 4 enjeux, qui à mon avis sont tout à fait capitaux, du droit international des régions, il y a au moins 3 objections avancées à l'encontre de l'intérêt de la question. Et ce sont ces objections qui expliquent pourquoi beaucoup d'internationalistes ne se préoccupent pas du tout du droit international régional. Premièrement, certains vont vous dire le droit international des régions, les institutions régionales, comme le concept de région lui-même, c'est profondément indéterminé et donc c'est insaisissable juridiquement. Alors, j'ai déjà montré dans la première partie du cours d'aujourd'hui que le concept de région, même plastique, fissile, multiple, peut tout à fait être déterminé. En fait, cette objection, elle met la charrue avant les bœufs. C'est précisément le travail du juriste que d'organiser les organisations régionales, comme il l'a fait pour les États, en construisant une certaine unité dans la diversité, tout en respectant cette diversité. D'ailleurs, Anne Offord l'avait déjà très bien rappelé en 2021, lorsqu'elle explique que sans droit et sans juriste, les nouveaux ordres régionaux, même multiples, que nous connaissons aujourd'hui, n'auraient jamais vu le jour. Deuxième objection, même si l'on parvenait à rendre le concept de région déterminé, le droit international des régions manquerait, selon certains de mes collègues, de pertinence juridique propre. Donc, oui, il peut y avoir un concept juridique de région, nous disent-ils, mais il n'y a aucune conséquence juridique qui découle du fait pour le droit d'être régional ou une organisation d'être régionale. Alors j'ai déjà rappelé que sans juriste, il n'y aurait pas d'ordres régionaux. Et donc la pertinence juridique des ordres régionaux ne tient qu'à nous, il faut l'organiser. En fait, cette critique de la pertinence juridique, de l'impertinence juridique des ordres régionaux, à mon avis, elle procède toujours de ce même eurocentrisme ordinaire que j'ai dénoncé plus tôt ce matin et qui fait passer le droit international régional, celui des Européens, devenu droit international universel, pour un fait historique, pour un pur fait du passé qui, par conséquent, ne peut plus avoir de pertinence juridique aujourd'hui. Puisque le droit régional des Européens est devenu le droit international universel, le droit international régional ne compte plus. Il est universel. D'accord ? Et vous avez ici, par exemple, une modalité très eurocentrique, à mon avis, de présentation
de cette objection. Il est tout aussi faux, à mon avis, d'affirmer, et c'est une deuxième variante de cette deuxième objection, que le droit international régional ne soulèverait pas de questions distinctes de celles de tout autre type de droit international spécial dans son champ d'application matériel ou personnel. Les organisations régionales ne seraient que des organisations internationales comme les autres qui excluent simplement de leur champ territorial certains membres. C'est une objection à la pertinence du droit international régional qui est devenue tout à fait orthodoxe aujourd'hui depuis le rapport rédigé par Martí Koskoniemi pour la Commission du droit international en 2006, dont vous avez les extraits ici en français. Alors voici, à mon avis, 3 répliques qu'on peut faire à cette objection. D'abord, le fait que le droit international régional peut être considéré comme spécial à tous les titres que j'ai définis précédemment. Contenu spécial, champ d'application spécial, règles générales spéciales. Et le fait d'être si spécial, c'est qu'on est effectivement très spécial, parce que si on est spécial à tous ces titres, c'est qu'on a une grande spécialité, et donc on doit être pris très au sérieux. Deuxième réplique, le droit international régional et les organisations régionales utilisent de plus en plus le droit international pour le remplacer dans les relations internationales régionales, voire au-delà. Et ce faisant, ils confirment l'autonomie de certains droits régionaux, ce qui n'est pas du tout ce que fait d'ordinaire un droit spécial. Enfin, ce qui explique les différentes formes juridiques et institutionnelles de la régionalisation et notamment de leur généralisation à tous les domaines ne tient pas simplement au contenu fonctionnel, mais au cadre politique très spécial et non étatique qui permet à ces institutions de s'en saisir de manière légitime. En somme, le droit international régional fait bien davantage que spécifier, contextualiser le droit international universel dans sa mise en œuvre. Il fait bien davantage que de le compléter lorsqu'il est général ou lacunaire, ou encore de prévoir des exceptions et des déviations. Le droit international régional, au même titre que le droit national des relations extérieures, c'est un droit de pratique du droit international universel, d'interprétation et de développement constant de ce droit dans le contexte politique régional. Troisième objection, même si le droit international des régions venait à pouvoir être saisi de manière déterminée et construit de manière à avoir une pertinence juridique, la question, nous disent mes collègues, serait trop complexe et les réformes proposées totalement irréalistes. Cette critique, à nouveau, est très eurocentrique, elle est pleine d'angles morts. L'universalisation, la généralisation, l'approfondissement de la régionalisation que je vous ai présenté aujourd'hui confirment que le travail juridique d'organisation du droit régional est faisable. Il y a des juristes derrière tout ce travail d'organisation régionale. Quant au réalisme, l'objection du réalisme elle est tellement confortable. Cette objection, elle est habituellement réservée de façon très idéologique, et vous le voyez ici confirmé par Anne Orford, très idéologique, elle est réservée au traitement des institutions de certaines régions uniquement, alors que les autres, les nôtres, les institutions européennes, elles sont abordées de manière beaucoup plus idéaliste et de manière beaucoup plus défensive. Il y a donc de nouveau 2 poids 2 mesures dans cette objection de la complexité et du manque de réalisme. Cette objection de complexité et d'irréalisme ne s'applique qu'aux ordres régionaux des autres, qui sont d'emblée soupçonnés d'autoritarisme au dedans ou d'impérialisme au dehors, alors que les nôtres, les organisations régionales européennes, elles sont, comme chacun le sait, des parangons de démocratie et d'égalité. Alors, dans cette 4e et dernière partie de la leçon, j'aimerais passer en revue l'état de la recherche, celle de mes collègues et la mienne, pour mieux vous montrer comment ce cours va s'insérer dans ce qui existe. Alors, tout d'abord, si on commence par une recension de la littérature, et je vous ai préparé une recension d'abord non juridique, et puis ensuite une recension juridique. Donc, je vous laisserai consulter ces bibliographies en ligne. Si on commence avec une recension générale de la littérature, on observe premièrement que la littérature contemporaine est avant tout une littérature non juridique. Il y a des volumes entiers publiés sur la question régionale en relations internationales et en histoire contemporaine. Mais si vous examinez ces publications, vous verrez qu'aucune, ou très peu, font de cas du droit.
comme si les organisations régionales n'étaient pas des constructions juridiques faites de normes et faiseuses de normes. Alors le problème, à mon avis, il n'est pas chez mes collègues internationalistes ou historiens. Eux, ils font ce qu'ils font. Et s'ils ne voient pas le droit dans les organisations régionales, à mon avis, c'est parce que les juristes eux-mêmes ont beaucoup négligé la question régionale. Et c'est ma deuxième remarque sur cette recension. Il y a très peu, l'essentiel est là, de publications sur la question de la régionalisation en droit international. Une monographie et 4 volumes édités depuis les années 70. Plus exactement, la littérature juridique qui existe est très spécialisée. Elle se concentre sur des régimes spéciaux, par exemple les droits de l'homme, ou sur des régions spécifiques, évidemment, l'Europe, l'Afrique ou l'Amérique latine. La littérature généraliste, lorsqu'elle existe, elle porte surtout sur l'histoire, ou alors elle traite du régionalisme en creux de la question de l'universalisme en droit international. Et ceci m'amène à une troisième remarque. Le peu de littérature qui existe et qui est ici à l'écran porte avant tout sur le droit régional et beaucoup moins sur les institutions régionales, comme si droit et institutions pouvaient être séparés. Alors il y a de la littérature sur les tribunaux régionaux et sur l'Union européenne, mais les rapports entre organisation régionale et droit régional ne sont pas couverts. De même, la littérature qui traite des organisations internationales régionales, parce que ça commence un petit peu à fleurir, traite habituellement des organisations internationales sous un angle régional uniquement. Donc on va avoir des livres entiers qui sont dédiés soit aux organisations régionales européennes, soit aux organisations régionales asiatiques, ou alors elles vont traiter de la question par silo fonctionnel, c'est-à-dire sous l'angle de la sécurité ou sous l'angle du commerce ou de la migration. Et enfin, dernière remarque sur un fait tout à fait remarquable que vous ne regretterez pas d'avoir entendu. Le peu de littérature recensée est en français. Waouh! Sur l'entier de la littérature que je couvre, c'est-à-dire les langues que je connais, l'anglais, l'allemand, l'italien, l'espagnol, le peu de littérature recensée est en français, ou du moins le fait de juristes francophones. Pourquoi? Eh bien, il me semble qu'il y a 2 raisons pour cette anomalie, ou ce fait tout à fait remarquable. Sur les organisations régionales, d'abord, elle tient à l'expertise particulière qui est développée de longue date en langue française sur les organisations internationales. Et puis sur le droit régional, alors la raison, à mon avis, c'est l'universalisme républicain français et l'irritation que va susciter en France, chez le penseur juridique ou politique, l'idée même de particularité ou de spécialité et donc de régionalité. Et parce que ça l'irrite, eh bien, il en parle, il en traite. Donc sur cette invention et cet héritage d'universalisme républicain français, je vous renvoie au cours passionnant de mon collègue Antoine Lilti de l'an dernier et de cette année. Alors, pour résumer, le cours que je vous propose cette année complétera la littérature existante en comblant les lacunes, parce que la reconnexion entre droit et institutions régionales que je vous propose devrait permettre de révéler d'une part la pertinence juridique des régions en droit international, dans ses sources, je commence avec ça la semaine prochaine, et d'autre part le potentiel de légitimation politique dans un ordre institutionnel international qui a de plus en plus mal à son universalité. Alors, sur mes recherches sur la question, je vais aller assez vite, vous avez une bibliographie ici, vous pouvez aussi la consulter en ligne. Vous allez trouver 2 grands groupes de publications de ma plume, des publications plus anciennes sur le droit interrégional comparé, notamment en matière de droits de l'homme, et puis des publications plus récentes sur les organisations internationales régionales. J'ai rédigé ces publications pour accompagner le travail d'un groupe auquel je dois beaucoup, le groupe d'études de l'Association de droit international que j'ai co-dirigé sur le thème du droit international des organisations régionales entre 2021 et 2024 avec Eva Cassotti. Et le rapport de ce groupe vient de paraître en 2024. C'est un rapport final qui a été co-rédigé par Fernando Bordin et Jed Odermatt que vous trouvez sur cette page ici de l'Association de droit international. Et en parallèle de ce travail, nous avons coédité un volume spécial de
International Organizations Law Review en 2024, qui rassemble différentes contributions autour de nos conclusions principales. Donc, si ça vous intéresse, vous allez trouver toutes sortes d'articles tout à fait passionnants dans ce volume. Alors, plus généralement, l'argument de ce cours, évidemment, s'insère dans le projet de ma chaire, qui est un projet de droit international des institutions, qui cherche à rendre, à réinstituer le droit international et à permettre l'autodétermination des peuples de se réaliser par cette réinstitution. Et donc le cours que je vous propose de cette année ne néglige pas les autres formes institutionnelles, évidemment, que peuvent prendre les peuples, et notamment la forme étatique. Il faut plutôt l'écouter comme un complément aux autres cours que je vous ai présentés. Et donc le monde des régions, les institutions régionales sont un complément à l'institution des peuples par de multiples institutions publiques en droit international. Donc c'est vraiment comme ça qu'il faut écouter ce cours. Alors, le programme du cours, vous l'avez reçu, vous le voyez ici à nouveau à l'écran, vous le trouvez aussi en ligne. Vous reconnaissez les deux temps que je vous ai présentés. D'abord une partie du cours sur le droit international régional, qui commence la semaine prochaine avec 2 leçons, et puis ensuite une deuxième partie du cours consacrée aux dimensions plus institutionnelles du sujet, avec les leçons 4 et 5. Et puis, dans la dernière leçon, je vous présenterai le droit international des régions dans son entier et différentes propositions post-impériales pour instituer ce monde des régions, y compris par une réforme de l'Organisation des Nations Unies, qu'on a bien besoin. Donc il faut préparer des nouveaux projets pour en faire une organisation non seulement des Nations Unies, mais aussi des régions unies. Alors, le cours, comme d'habitude, est accompagné d'un séminaire. Le séminaire commence cet après-midi. Vous êtes toutes et tous les bienvenus. Vous pouvez participer que au cours ou que au séminaire, ou au cours et au séminaire. Il n'y a aucune restriction. C'est quelque chose auquel vous êtes chaleureusement invités. Et j'ajoute que le 19 mars, c'est-à-dire la semaine prochaine, nous aurons une conférence du professeur Slim Lagmani sur le droit d'une région très particulière, qui est celle du Moyen-Orient et du monde musulman. Et son thème sera « Existe-t-il une exception musulmane en droit international ?» Donc, un joli programme multirégional auquel je vous invite très chaleureusement. Pour l'instant, je vous souhaite un très bon appétit. Je vous dis peut-être à cet après-midi, je l'espère, pour le premier séminaire, puisque nous avons la grande chance d'ouvrir le séminaire avec ma collègue bien-aimée Laurence Burgorg-Larsen de Paris 1 Panthéon-Sorbonne sur, vous voyez le titre ici, les approches régionales face au délitement démocratique vers un ius commune régional de défense d'un idéal universel. Beau programme pour continuer la journée. Voilà, merci de votre attention et à très bientôt. Merci.